Vous reconnaissez à l'image une moule et peut-être que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui les mangent. Vous ne voyez là qu'un coquillage savoureux qui vous laisse indifférent hors de votre assiette? Il y a une foule de trucs que vous ignorez sur les moules et leurs cousins et c'est ce que nous allons essayer de voir ici dans ce qui est la plus ambitieuse vidéo jamais réalisée sur la chaîne Biosphere à ce jour. Je vous emmène avec moi dans l'estuaire de la Loire pour observer l'écosystème côtier avec ses animaux sentinelles et je serai accompagné de chercheurs et chercheuses du laboratoire Isomère à Nantes qui nous parleront de leurs travaux passionnants. On va voyager du microscope sur la paillasse jusqu'aux satellites en orbite autour de la Terre en passant par une promenade dans la vase. Pourquoi les scientifiques étudient les moules afin de protéger les écosystèmes de la pollution et même comment ces coquillages permettent de trouver de nouveaux médicaments? Aujourd'hui, on a un programme chargé, donc installez-vous confortablement et bienvenue dans la Biosphère. Il est presque 8 h ce matin quand j'ai rejoint Jade, Laurence et Aurore dans la baie de Bourgneuf, à l'ouest de Nantes, pour profiter de la marée basse et inspecter la vasière. Ce sont toutes les trois des chercheuses qui étudient à leur manière les êtres vivants qui peuplent les écosystèmes côtiers, que ce soit pour les protéger eux, pour nous protéger nous les humains, ou tout simplement pour mieux les comprendre. On fait comme si la caméra n'existait pas. D'accord. Ça va être génial, les bruits de mouettes sur Ouais. C'est cool. Ouais, le cadre il est sympa aussi. Ouais, le cadre est très joli. Je m'appelle Jade Maujon, je suis en thèse, donc je vais rentrer en deuxième année à l'Isomère de Nantes. Je travaille du coup sur la palourde. On va prélever du sédiment et ensuite on va aller le tamiser dans l'eau et après on va regarder les espèces de bivalves qu'on a récupérées. L'idée c'est qu'on regarde l'impact de la pêche à pied mais aussi des conditions environnementales sur les populations de palourdes. On regarde aussi la contamination en termes de polluants pour voir justement s'il y a un impact de ces polluants sur la population. Je m'appelle Laurence Poirier. Alors moi je suis enseignant-chercheur donc à Nantes Université et j'exerce mes recherches dans le laboratoire Isomère pour lequel je suis également directrice adjointe. Je travaille en écotoxicologie des milieux côtiers estuariens et je m'intéresse donc à la distribution des contaminants dans ces milieux-là, à leur devenir et à leurs effets sur les organismes qui vivent dans les milieux aquatiques et principalement dans le compartiment sédimentaire qui est un compartiment fortement exposé en fait aux contaminants d'origine anthropique. D'une part, donc on suit la contamination qu'il y a sur ce site à travers les contaminants qu'on étudie, donc les terres rares et les microplastiques. Et puis d'autre part, on peut prélever dans ce site des espèces que l'on va ensuite ramener au laboratoire, exposer à des contaminants, donc toujours les mêmes contaminants, pour évaluer justement les effets dans des conditions contrôlées de laboratoire. J'ai tendance parfois à l'oublier, mais les côtes sont des écosystèmes qui, en plus de leur valeur en tant que tels, profitent énormément à l'homme, que ce soit pour le loisir évidemment, mais aussi pour élever des moules ou des huîtres, mais aussi pour produire du sel comme ils font à Guérande, un peu plus au nord de là où nous nous trouvons. Ces paysages laissent rêveurs, mais il faut garder en tête que la pollution peut les mettre en péril. Alors, le domaine de l'écotoxicologie, c'est d'un côté évaluer les niveaux de contamination environnementaux et puis de l'autre côté de regarder quels sont les effets des contaminants sur les organismes. On peut avoir différents types de pollution, donc de la pollution chimique, donc c'est ce que nous on traite au laboratoire avec différents types de molécules. Il peut y avoir aussi des contaminations biologiques avec l'introduction d'espèces invasives dans un écosystème par exemple. Il peut y avoir d'autres types de pollution comme des radiations ou alors même une augmentation de la température aussi peut être considérée comme une pollution à partir du moment où elle va avoir un effet sur les organismes et l'écosystème. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les polluants qui se bioaccumulent, c'est les polluants qui sont dits lipophiles, justement, c'est-à-dire qu'ils vont être bien, entre guillemets, dans les graisses des organismes. Et une fois qu'ils sont dans la graisse, ils vont être difficilement mobilisables. Comme ça, ils vont s'accumuler au sein de l'organisme. C'est-à-dire qu'elles vont souvent rentrer par l'eau. Et après, une fois dans l'eau, elles peuvent se déposer dans les sédiments et ensuite les organismes qui vont s'enfouir dans les sédiments peuvent être exposés à ces polluants et si c'est un micro-organisme, s'il est mangé par un organisme plus gros, il peut aussi se transmettre finalement tout au long de la chaîne alimentaire et comme c'est des polluants qui sont
très stables, ils vont pas être dégradés et ils peuvent potentiellement aussi s'accumuler finalement dans cette chaîne alimentaire. Les polluants peuvent venir directement de l'être humain, c'est la pollution anthropique comme les métaux lourds, les PFAS ou les microplastiques, mais ils peuvent aussi être libérés par d'autres êtres vivants. C'est la pollution biologique comme les toxines libérées par le phytoplancton. Mais quelle que soit leur origine, ces molécules polluantes n'ont pas les mêmes propriétés et ça, c'est déterminant. Le polluant arrive dans l'écosystème côtier et s'il a une bonne affinité avec l'eau, on va le retrouver en hauteur dans la colonne d'eau et s'il s'associe mal avec l'eau, au contraire, on va le retrouver dans la vase. Ensuite, selon sa stabilité, il peut être rapidement dégradé et disparaître ou au contraire demeurer en l'état pour très longtemps. C'est le cas des PFAS qu'on appelle d'ailleurs les polluants éternels. Le truc clé dans tous les cas, c'est qu'il apporte des conséquences néfastes. Bon, le fait que les activités humaines produisent des polluants, c'est plutôt évident. Tu fais une lessive, boum, tu relargues des microplastiques, tu achètes une poêle anti-adhésive, boum, tu relargues des PFAS, et là je parle même pas des rejets industriels ou des pesticides. Mais des polluants biologiques, c'est plutôt bon ce qui est biologique, non? Tout ça mérite une parenthèse sur le phytoplancton, et ça tombe bien, j'ai pu parler à Victor qui travaille dessus dans le cadre de sa thèse. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est que le phytoplancton. Ce sont des organismes unicellulaires qui se trouvent dans la mer et qui forment la base de la chaîne alimentaire marine parce qu'ils sont photosynthétiques. Et ils forment la base de l'alimentation de nombreux organismes, également celle des mollusques filtreurs comme les huîtres et les moules. Donc c'est des organismes qui se développent par division, un peu comme des plantes qui feraient des boutures en quelque sorte. Donc on a une cellule qui va se diviser en 2 cellules et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ce qui peut provoquer quand les conditions sont favorables, des concentrations qui peuvent arriver jusqu'à des colorations de l'eau de mer. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler une efflorescence de phytoplancton, ou plus communément, on utilise le terme anglais, donc bloom de phytoplancton. Le phytoplancton, c'est la base de l'alimentation de ces écosystèmes côtiers. Et c'est aussi, dans certaines conditions, un truc qui peut intoxiquer tout le monde. On a cette grosse biomasse qui va donc mourir, commencer à sédimenter. Et en fait, là, à ce moment-là, il n'y a plus de photosynthèse. Par contre, il y a une respiration très active par des bactéries qui vont, elles, consommer le dioxygène. Et donc, on peut avoir cette formation de zone anoxique. Et les blooms, les efflorescences peuvent aussi être considérées comme nuisibles parce que certaines espèces, à l'origine de ces efflorescences, peuvent produire des toxines. Et ces toxines s'accumulent dans les coquillages. Elles ne sont pas forcément mortelles, voire très néfastes pour les coquillages. Par contre, pour les consommateurs et les humains, donc principalement, ça peut causer des graves problèmes de santé. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Il y a plusieurs manières d'étudier le phytoplancton. La manière la plus traditionnelle de le faire, je dirais, c'est d'aller jusqu'en mer, alors soit en bateau, soit directement depuis la côte, d'échantillonner et puis de mesurer les conditions. Il y a une autre manière d'étudier le phytoplancton aussi, c'est de l'étudier en laboratoire, c'est-à-dire qu'on va prendre des cellules dans le milieu naturel et les cultiver en laboratoire. Et là, ça permet de faire des expériences en conditions contrôlées. Une troisième manière qui est possible et qui est une manière qu'on applique nous également, c'est la télédétection satellitaire. Et donc là, grâce à des satellites d'observation de la Terre, on a une image de la couleur de l'eau. Et donc on peut étudier les colorations de l'eau anormales, c'est pas forcément le terme, mais exceptionnelles, causées par les blooms de phytoplancton. Et par rapport aux autres méthodes d'étude, qui sont également très intéressantes et qui ont également des vrais points forts par rapport à la télédétection satellitaire, mais la télédétection satellitaire, ça permet d'avoir une vue à très large échelle, plusieurs kilomètres carrés, des efflorescences de phytoplancton. Une vue qui est impossible à avoir avec n'importe quel autre moyen d'observation. Très majoritairement, l'impact du phytoplancton sur les organismes filtreurs comme la moule, comme l'huître, il est bénéfique parce que c'est leur source de nourriture principale. On peut remarquer que les zones de production conchilicoles importantes en France, en fait, c'est des zones dans lesquelles il y a des forts apports en nutriments par des fleuves et donc des fortes biomasses phytoplanctoniques qui permettent de nourrir les bivalves. Maintenant,
donc pour le phytoplancton, les bivalves, c'est des prédateurs. Certains phytoplanctons ont développé au cours de l'évolution des molécules toxiques. Si on se met un peu à la place du bivalve, on va avoir une moule qui va filtrer de l'eau, qui va filtrer du phytoplancton toxique, potentiellement néfaste pour elle, elle va arrêter de filtrer. Et donc en arrêtant de filtrer, ça veut dire que la pression de prédation pour l'efflorescence phytoplanctonique qui est présente, elle est réduite. Un intérêt pour la communauté de phytoplancton. Exactement, c'est ça. Alors je sais pas pour vous, mais je trouve ça complètement dingue qu'on puisse détecter et cartographier des organismes sur Terre uniquement avec de la lumière captée depuis un satellite. Ça va permettre d'étudier les efflorescences de phytoplancton et en particulier les espèces qui produisent des toxines qui peuvent nuire à d'autres organismes, comme par exemple nos moules. Victor m'a bien expliqué que ça ne se faisait pas comme ça au petit bonheur la chance et qu'il y a besoin de travaux en laboratoire pour savoir reconnaître les algues avec un satellite. Alors je pourrais rester sur les satellites pendant 3 heures et je pense que vous avez saisi l'idée. Le plancton, c'est la ressource en nourriture de nos organismes filtreurs comme la moule et la palourde, et le phytoplancton, comme disait Victor, c'est vraiment la base de la base puisque ce sont les producteurs primaires de ces écosystèmes, c'est-à-dire qui fabriquent leur propre matière organique tout seuls comme des grands, et après ils alimentent toute la chaîne alimentaire, à commencer par le zooplancton qui va les manger. Alexandra nous a aidé à fouiller dans la vase pour trouver des organismes de ces tout premiers maillons des chaînes alimentaires de la baie de Bourgneuf. C'est un peu comme du phytoplancton si vous voulez, sauf que ces bestioles-là flottent pas. Alors moi, je suis assistante ingénieure donc au laboratoire Isomère. Ça fait 10 ans que je travaille ici et je travaille plus particulièrement sur les diatomées, qui sont des microalgues qui ont une paroi en silice et qu'on peut retrouver dans la mer ou dans les eaux douces. À partir du prélèvement qui a été fait sur le terrain, on a pu voir des patchs en fait de couleurs qui semblent dire qu'il y a des diatomées, des microalgues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier en faisant un prélèvement et en regardant au microscope. Grossir un peu. On peut grossir. Oh bah oui, je suis au plus petit là, donc... Allons-y pour voir. Waouh, on y voit bien. Là, ce qu'on voit là, Alexandra, c'est une diatomie. Oui. Donc là, c'est plutôt le genre Pleurosigma, je dirais. Donc c'est des grosses diatomées. Là, il y a une diatomée encore. Bon, il y en a plein, enfin, même les tout petits points qu'on voit... Ah oui, en fait, c'est peut-être des espèces différentes. Oui, bah, les grandes qu'on voyait, elles font 200-300 micromètres, je dirais à peu près. Et les plus petites, elles peuvent faire 3 micromètres. Ah ouais. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans la vase, dans le prélèvement qu'on a fait. J'aime bien dire aux stagiaires que quand ils boivent la tasse, ils ont tout ça. C'est pas vivant. Ça va réfléchir 2 fois. Voilà. Vous commencez à vous en douter, mais le problème avec les pollutions, c'est qu'elles peuvent être chiantes à détecter. Si ce sont des molécules, elles peuvent être présentes en concentration trop faible pour être détectées, mais quand même suffisantes pour causer des soucis. Bah ouais. Sinon, ça serait trop facile. Et c'est pour ça que les chercheuses m'ont emmené dans la vase, parce que pour contourner le problème, on s'intéresse plutôt aux organismes qui vivent là. Donc à travers ce suivi, donc on a des données de comptage sur les populations palourdes, donc des données sur aussi leur taille et leur masse. Et après, du coup, à partir des chairs qu'on récupère des palourdes, on regarde aussi la contamination en termes de polluants, donc métaux, hydrocarbures et microplastiques, pour voir justement s'il y a un impact de ces polluants sur la population. On prélève donc des organismes sur cette plage, mais ce ne sont pas n'importe lesquels qui pourront être des sentinelles de l'écosystème. Les bivalves, ce sont des animaux comme la palourde que cherche Jade ou les moules qu'on a mentionnés en introduction. Et c'est eux qui vont être la clé pour étudier les pollutions. Il va falloir comprendre un petit peu ces bestioles. Alors quand vous pensez moule, vous pensez à ça. Et là, elle est cuite toute ratatinée et on voit plus rien. Mais une moule dans son milieu naturel, elle occupe toute la place dans sa coquille. Regardez, je vous présente Marine dans son aquarium. On voit bien la coquille ouverte et l'animal à l'intérieur qui arrive jusqu'au bord. On voit aussi 2 trous qui dépassent, ce sont les siphons. L'un permet à l'eau d'entrer dans la coquille et l'autre permet à l'eau d'en sortir. Parce que c'est comme ça que Marine se nourrit et c'est d'une importance capitale pour la suite. Ça se voit même encore mieux chez d'autres bivalves comme les palourdes que Jade a ramassées. Bah là c'est la coquille, là c'est la chair. La palourde elle va s'enfoncer en fait dans ce sens-là, dans le sédiment. Donc elle va creuser avec son pied
et elle va avoir les 2 siphons qui vont pointer vers la surface du coup du sédiment. En fait, la marée haute, on a la paroi qui va être comme ça du coup. Donc voilà, les siphons sortis avec le pied sorti pour creuser, et puis elle va créer un courant d'eau. Enfin, elle va aspirer en fait avec un siphon, et puis avec un autre siphon, ça va sortir au moment où la marée haute. Okay. Alors ça devient encore plus intéressant quand on regarde à l'intérieur de la coquille de la moule. On va se concentrer que sur les parties qui permettent à l'animal de se nourrir, parce que sinon on va juste y passer la nuit. Alors c'est organisé de manière symétrique. Au centre, il y a la bouche entourée de petits palpes qui l'aident à trier sa nourriture, et de chaque côté, il y a les branchies. C'est un peu comme des branchies de poisson, dans le sens où ils permettent à Marine de respirer sous l'eau, mais ici, ils sont couverts de petits cils qui battent tous en rythme comme ça, et c'est grosso modo le moteur qui va permettre de pomper l'eau. Là, vous pouvez voir les cils observés au microscope, et on voit bien que ça s'agite bien vénère. Mais c'est encore plus ouf, puisqu'il y a différentes catégories de cils. Donc les cils qui mettent en mouvement l'eau, mais aussi d'autres cils qui retiennent et guident les particules vers la bouche de la moule. En bref, ce sont des branchies complètement dingues, puisqu'ils permettent à l'animal non seulement de respirer, et également de servir de pompe et de filtre pour retenir la nourriture. La moule mange avec ses branchies. Le truc intéressant avec nos bivalves sentinelles, c'est qu'elles voient passer les polluants, mais surtout qu'elles les accumulent. Et tout ça se passe à travers 2 mécanismes. On va aussi s'intéresser à des espèces qui vont avoir aussi tendance plutôt à bioaccumuler les contaminants, puisque là aussi, les niveaux de concentration vont être plus élevés. On s'intéresse aussi aux espèces qui vont plutôt être bas dans le niveau de la chaîne alimentaire, pour permettre aussi d'avoir un visuel de, à la base, qu'est-ce qui va engendrer potentiellement de la bioamplification dans les réseaux trophiques. Marine, qui se trouve dans l'eau par exemple, se trouve exposée à des molécules polluantes qui peuvent lui entrer dans le corps. Ça peut être directement depuis l'eau à travers ses branchies ou par son alimentation à travers son tube digestif. Ensuite, son organisme va se débrouiller pour se débarrasser de ces intrus en les détruisant ou en les expulsant. Mais le problème, avec les métaux lourds et les microplastiques, ou les PFAS et j'en passe, c'est qu'ils sont éliminés moins vite que ce qu'ils sont absorbés. Donc, ils s'accumulent dans l'être vivant, ils se bioaccumulent. Mais le problème ne s'arrête pas là. Tout le monde peut bioaccumuler plus ou moins, et c'est là que ça se corse. On trouve dans les diatomées du phytoplancton une concentration un peu plus élevée de polluants que dans l'eau, enfin si elle bioaccumule. Mais le zooplancton mange les diatomées et absorbe les polluants à travers elles. Par bioaccumulation, on trouve dans ces organismes une concentration encore plus importante que dans les diatomées. Mais la moule, elle se nourrit de zooplancton. Et ainsi de suite, vous comprenez que plus on est haut dans la chaîne alimentaire, plus la concentration de polluants peut être importante. Il y a bioamplification. Oui, alors ça, c'est vrai, mais pas pour toutes les molécules. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui vont être capables de se bioaccumuler, mais pour lesquelles il n'y aura pas forcément une bioamplification. Cet aspect-là est important parce que finalement, les prédateurs supérieurs, ce sont eux qui vont être le plus exposés à des niveaux de concentration très importants s'il y a de la bioamplification tout au long de la chaîne alimentaire. Et souvent, l'homme est considéré comme au top de la chaîne alimentaire et donc potentiellement exposé à des niveaux assez élevés en contaminants. À ce stade de la vidéo, on a des polluants qui se trouvent dans l'écosystème côtier et souvent trop faiblement concentrés pour être détectables. On a donc des chercheurs qui étudient des bivalves filtreurs sentinelles comme la moule ou la palourde, qui ont tendance à accumuler ces polluants. Donc je pense que ça vous paraît clair que nos moules ont des trucs à nous dire sur l'état de l'écosystème. Mais encore faut-il être capable de décrypter le message. C'est maintenant qu'on rentre au cœur du sujet au niveau moléculaire, et pour ça, il va nous falloir des chimistes. Si on prend juste de l'eau comme ça, il y a peut-être des choses qu'on ne va pas voir, puisque la moule, c'est un organisme filtreur. Donc elle va accumuler un certain nombre de toutes ces molécules toxiques. Et puis elle va aussi en voir une partie sur du long terme, et donc on aura peut-être des informations, peut-être un peu plus lissées sur le temps, et peut-être du coup c'est un peu plus intégratif comme stratégie pour essayer d'avoir une vue un peu plus long terme et peut-être voir et mettre en évidence le changement. On met l'organisme dans un solvant qui va extraire les molécules qui nous intéressent, et après, une fois qu'on a notre extrait liquide, on va enlever le solvant justement avec l'évaporateur rotatif pour le concentrer, pour pouvoir travailler ensuite vraiment sur les molécules qu'on aura extrait. Et en fait, voilà, en fonction de ce que l'on cherche à étudier, on va changer le solvant d'extraction, mais la méthodologie effectivement qu'on utilise sera toujours la même. On a notre extrait de molécules d'intérêt très
très concentrées et il faut les séparer les unes des autres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment ça fonctionne tout ça? Alors la chromatographie liquide, globalement, c'est faire passer notre extrait à travers une colonne séparative et qui va séparer les molécules en fonction de l'affinité pour la colonne. Plus les molécules auront d'affinité pour la colonne, plus elles vont rester longtemps dans la colonne, moins elles auront d'affinité pour la colonne, plus elles iront vite à travers, et donc du coup on va pouvoir de cette façon-là séparer petit à petit, une à une, les molécules qui vont sortir de la colonne, on appelle ça être éluées, les unes après les autres, dans des tubes qu'on collecte. Donc si certains spectateurs de cette vidéo ont au lycée fait des chromatographies sur couche mince, est-ce que ça marche un peu de manière analogue? C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que pour aller plus vite, ce qu'on met sur une chromatographie sur couche mince, on l'a mis dans une colonne et on a mis une pompe de vent pour pousser le solvant. Ce qui fait que comme ça, on maîtrise le débit, la vitesse, et on a des choses qui sont plus reproductibles et plus performantes. Mais c'est exactement la même méthodologie de séparation. Ok, c'est plutôt costaud comme processus, et c'est loin d'être sans faille. Et oui, vous mesurez des concentrations de polluants 1 à 1 dans votre organisme sentinelle, mais rien ne vous dit que le problème vient d'un unique polluant. Ça peut venir de plusieurs. Il se peut que la concentration de plusieurs polluants reste suffisamment basse pour ne pas être détectée, même avec l'accumulation dans les sentinelles, mais soit suffisante pour causer des effets néfastes. Parce que ensemble, ils forment un cocktail encore plus néfaste. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si la pollution déclenche des effets qu'on cherche à éviter dans les écosystèmes. Si on peut arriver à, sur les mesures physiologiques de la moule, de mettre en évidence peut-être des contaminations qu'on n'arriverait peut-être pas à mettre en évidence directement. Donc peut-être indirectement, voir si on observe des baisses de qualité physiologique en fait, du développement des moules. Nous, ce qu'on arrive à voir globalement en mesurant les lipides, c'est est-ce qu'elle a dû avoir beaucoup de stress, utiliser beaucoup d'énergie et donc dû piocher dans ses réserves. Ça va être lié en fait, il y a des études qui sont faites justement et qui montrent qu'il y a un lien pour ces molécules-là et c'est pour ça qu'on s'y intéresse parce que ça peut être une indication de réponse finalement l'organisme pour se défendre contre le polluant auquel il est exposé, il peut modifier son métabolisme pour essayer de s'adapter. Et voilà, donc on essaye de suivre ces modifications pour voir si à long terme ça peut avoir un effet potentiellement néfaste pour la survie de l'organisme. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer les mouches chez un éthyliculteur. On va ensuite les mettre en phase d'acclimatation au laboratoire pour qu'elles se sentent bien finalement au labo. Après 2 semaines, on les expose à donc un stress, qui va être soit un stress environnemental, augmentation de température, différentes salinités, ou un stress chimique, donc un contaminant étudié, un peu comme finalement faire l'équivalent chez nous une prise de sang. On va regarder certains, ce qu'on appelle biomarqueurs, pour voir l'état de santé de la moule, qu'on aurait complété avec d'autres mesures à l'échelle du bled, voir si elle est en bonne activité de filtration, notamment par exemple. Alors les buts sont multiples, il y a de mieux comprendre les mécanismes invus par les contaminants pour mieux anticiper les effets qu'il pourrait y avoir à plus long terme et aussi donc utiliser les espèces comme la moule pour évaluer la qualité du milieu marin. Parce que si on arrive à développer d'autres biomarqueurs, par exemple comme on en a actuellement aujourd'hui, si on arrive à développer d'autres, on pourrait les appliquer pour évaluer la santé de la moule et donc même en déduire quelle est la santé de l'écosystème marin. Ça, c'est le but ultime. Voilà, c'est un petit peu l'idée qui est derrière. Alors, je pense que c'est encore très préliminaire. Mais si on peut arriver à avoir des modèles comme ça de prédiction, on pourrait aussi imaginer avoir des modèles de prédiction qui nous disent que on est dans une phase où on est en train d'avoir une contamination qui est en train de se mettre en place et du coup essayer de pouvoir anticiper un petit peu les choses. C'est, je pense, des idées un petit peu à long terme, mais ça pourrait être des choses qui sont intéressantes de faire du monitoring de cette façon-là. Après, faire un focus sur une espèce va permettre de donner une idée sur l'état de santé éventuellement donc de l'espèce en elle-même et de l'écosystème, mais c'est un peu difficile d'extrapoler à l'ensemble des organismes de l'écosystème. Ce serait bien, mais après, je pense qu'il ne faut pas faire de conclusions trop rapides. L'organisme sentinelle, il a été choisi parce qu'on ne peut pas s'intéresser à toutes les espèces, tous les organismes de l'écosystème et on choisit celui-là parce qu'il va avoir des
caractéristiques intéressantes. Et c'est un peu trop rapide de se dire qu'en en regardant qu'une, on a vraiment une très bonne vision de tout ce qui se passe dans l'écosystème, même si elle est quand même là pour essayer de le faire. Voilà, il faut quand même que les résultats soient interprétés de manière correcte. Si je reformule ce que tu viens de me dire, c'est étudier un organisme sentinelle, c'est un proxy qui est intéressant, mais ça reste un compromis en fait entre quelque chose qui est pratique à l'usage, mais qui est pas forcément idéal dans les informations que ça peut donner, quoi. Exactement. Je vous avoue que je trouve ça juste incroyable tout ce qu'on peut apprendre de tout un écosystème juste en regardant ces petits trucs-là. Et j'allais partir d'Isomère avec mes rushs pour faire ma petite vidéo quand j'ai croisé la route d'Olivier et il m'a lâché un truc énorme. Je ne sais pas si j'ai précisé que voilà, l'intérêt qu'on a dans ces molécules, donc c'est de trouver des antimicrobiens, que ce soit des antibactériens ou des antifongiques, mais aussi les molécules un peu toxiques nous intéressent aussi. On cherche aussi dans ces molécules toxiques produites par les champignons ou autres micro-organismes marins d'ailleurs, des futurs anticancéreux. Si on dit que la moule c'est un seul organisme, peut-être qu'on se trompe. Et on se trompe si on dit ça de tous les organismes vivants. La moule, comme nous, en fait, elle est un macro-organisme qui héberge en fait tout un microbiome. Elle filtre beaucoup de mer, hein, puis on va filtrer des dizaines, même je crois des centaines de litres par jour. Tous les micro-organismes qui sont en suspension vont se retrouver à l'intérieur. Et tout cet ensemble, voilà, du macro-organisme qui est la moule avec tout son petit monde qui est à l'intérieur, il y a un terme pour ça, qui est le terme de holobionte. Voilà, qui vient du grec holo, c'est tous l'ensemble, et bionte, c'est bio, c'est la vie. Nous, on s'intéresse aux champignons, mais il n'y a pas que des champignons, hein. Alors les champignons, c'est des champignons microscopiques, hein, qui est le style de ce qu'on appelle en général les moisissures, qui sont présents dans toute la colonne d'eau dans la mer, hein, depuis la surface jusqu'aux abysses les plus profonds des océans. Il y a aussi des bactéries, il y a aussi des microalgues et des virus, certainement, hein. Ouais, c'est sûr même. Et tout ce petit monde-là se retrouve à vivre ensemble et participe à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le bien vivre de tout le monde. À côté de ça, il y a, comme pour tous les organismes marins, hein, des interactions qui se font entre tous ces micro-organismes et au bénéfice ou au détriment des uns ou des autres et du macro-organisme. Une moule avec un champignon et une bactérie, ou un champignon, une bactérie et une microalgue, ça se parle pas. Voilà. Ils se parlent en échangeant des molécules et en excrétant des molécules vers l'autre. Alors ces molécules, ça peut être des molécules de défense. Chacun n'a pas envie d'être embêté par l'autre, donc il produit des molécules antimicrobiennes, antibactériennes, antifongiques. La science qui étudie ces interactions moléculaires entre organismes vivants, elle a un nom. C'est une science assez récente qui s'appelle l'écologie chimique. C'est l'étude du fonctionnement du vivant en étudiant la chimie du vivant, en fait. Marine la moule est donc plus qu'un être vivant, c'est un écosystème à part entière. Mais d'ailleurs, on peut dire ça aussi de nous, et même de tous les gros organismes, ils abritent plein de plus petits organismes qui vivent à l'intérieur, interagissent entre eux et avec l'hôte qui les abrite. Ils peuvent même être en compétition les uns avec les autres, c'est-à-dire que le développement d'un microbe peut être néfaste pour un autre microbe, et vice-versa. Ils peuvent donc déployer des armes les uns contre les autres, et il n'est pas stupide d'imaginer que ces armes seraient des molécules qui détruiraient certains microbes, ou au moins ralentiraient leur croissance. Et là, je pense que vous voyez venir l'application du truc. On a des grosses machines, voilà, qui sont des outils de détection de molécules, qui permettent, à côté de bases de données, grâce à des outils de bioinformatique, de mettre des noms sur toutes les molécules que l'on voit produites par un organisme dans une condition de culture. Parfois, quand on met un champignon en co-culture avec un autre, ils réagissent et on a soit une nouvelle molécule qui apparaît, soit une molécule qui est produite en beaucoup plus grande quantité. Et cette molécule, elle est supposément impliquée dans un dialogue entre les deux espèces. C'est ce qu'on suppose. Lorsque on identifie des molécules qui sont surproduites, eh bien, on va tester l'activité biologique de ces molécules sur plein d'autres modèles, qui sont des modèles de culture de bactéries, des cultures de champignons, entre autres, et on voit si ces molécules-là, enfin, on cherche à voir si ces molécules-là, eh bien, ont des activités antibactériennes,
anti-champignons, antifongiques ou cytotoxiques. Il y a énormément d'organismes terrestres et marins qui produisent des molécules qui sont extrêmement toxiques et qui, en fait, déglinguent un peu tout. Et dans ce cas-là, ça fait des toxines. Et ça ne peut pas faire des médicaments. Ouais, c'est pas idéal. Voilà, non, c'est pas idéal. Si je comprends bien, tout ça se passe en 5 étapes. Premièrement, les scientifiques prélèvent des moules. Ils en font un jus, ils étalent ça sur des boîtes de culture pour regarder les micro-organismes qui poussent afin de les séparer et les identifier comme des compagnons qui vivent à l'intérieur de la moule. Ensuite, deuxième étape, ils vont préparer une culture pour chacun de ces compagnons tout seul, mais aussi des cultures avec des paires de compagnons. Là, je simplifie un peu parce que dans les faits, ils préparent aussi différentes cultures selon le milieu nutritif dans lequel ils vont faire pousser les microbes, puisque certains milieux conviennent mieux à certains organismes qu'à d'autres. Mais on va s'en tenir à ça pour la bonne compréhension de l'ensemble. Troisième étape, là, c'est le moment où ils doivent identifier les molécules produites par les microbes dans les cultures. C'est la même technique que celle qu'on a vue juste avant avec les mesures de polluants. On baigne les cultures dans un solvant, ça extrait les molécules recherchées, puis on élimine le solvant pour concentrer les molécules, on sépare tout ça, on identifie et on quantifie. L'idée ici, c'est de comparer le catalogue de molécules produites quand le microbe est tout seul ou quand il est avec un copain. S'il produit de nouveaux trucs quand il est avec une autre microbe ou qu'il produit une molécule en bien plus grande quantité, c'est peut-être une des armes utilisées dans la compétition qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, cinquième étape, on passe à la toute dernière où on essaie de récupérer assez de cette molécule intéressante pour en tester ses effets antimicrobiens et peut-être espérer un jour développer un médicament, enfin au moins si la molécule n'est pas trop toxique. Mais de ce que je comprends, on est au tout début de ce processus. Je tiens à remercier chaleureusement l'Université de Nantes qui nous a accordé sa confiance, à Nico et à moi qui avons travaillé sur ce tournage. Un immense merci aussi à l'ensemble des personnes qui nous ont accueillis chaleureusement à Isomère. Dans un monde idéal où j'aurais des journées de 100 heures, j'aurais aimé faire une vidéo sur chaque intervenant, tellement ils avaient des choses trop intéressantes à dire, mais le monde est ce qu'il est. Et enfin, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là, et pour certains même de suivre la chaîne depuis toutes ces années. J'espérais tellement en lançant Biosphère que ça me permette un jour de participer à un projet comme celui-là, et c'est fait. Et j'espère que ce sera la première fois d'une longue série. À la prochaine.